je l'ai dit. Suivant. Donc, d'abord, il est important que nous puissions situer le Mali. Ensuite, parler un peu du contexte dans lequel le projet a travaillé. Alors, comme vous le constatez sur la carte, le Mali se situe en Afrique occidentale. C'est un vaste territoire qui est dont les 2 tiers sont désertiques, avec une superficie de 1 241 238 km², près de 20 millions d'habitants, et le Mali est entouré de 7 pays voisins. Donc, la vocation du pays, le pays a une vocation sylvo-agro-pastorale et minier, avec une superposition des activités et des droits qui, le plus souvent, du fait de leur superposition, sont source de nombreux conflits fonciers. Le projet sécurisation foncière et forestière, intitulé Projet d'appui à la sécurisation foncière et forestière des terres des communautés villageoises, intervient au Mali sur financement de la Tenure Facility et couvre essentiellement 3 zones, comme vous le constatez vous-même, 3 régions: la région de Sikasso, la région de Koulikoro et la région de Ségou. On y va? Slide. Alors, dans quel contexte le programme a travaillé durant ces 3 années? Je vous signale que le programme a démarré en 2019 et la phase a pris fin le 31 décembre 2022, mais fort heureusement, nous sommes en possession d'un avenant pour continuer jusqu'en fin 2022, c'est-à-dire décembre 2022. Dans quel contexte alors le projet a travaillé? Un contexte où l'extrémisme violent a exacerbé les conflits dans certaines zones pour les transformer en conflits intercommunautaires, c'est-à-dire des simples conflits. Finalement, les conflits se sont transformés en conflits intercommunautaires, c'est-à-dire entre communautés. Ensuite, le projet a également travaillé dans un contexte où la spéculation foncière est favorisée par le libéralisme galopant et des lois qui ont le plus souvent privilégié l'immatriculation et l'appropriation privée exclusive. C'est-à-dire que, vous m'excuserez du terme, c'est les plus riches qui y gagnent, puisque les textes leur étaient favorables. Donc, ça crée une situation lamentable. Et dans le même temps, l'exclusion des jeunes et des femmes de la gestion foncière par les normes coutumières. Vous savez, on dit que les traditions ne sont pas souvent faciles et que les habitudes ont la peau dure. Ce qui, de fait, la gestion foncière excluait ou écartait de par les us et coutumes la participation des jeunes et des femmes. Slide. Allô, on y va? Ouais, en fait, il y a un tout petit écart, il y a un tout petit délai entre le moment où j'appuie et le moment où je voyais, mais ils arrivent. OK, d'accord. Donc, les objectifs du projet. Le projet, en réalité, est intervenu pour soutenir l'opérationnalisation d'un certain nombre de textes de loi, notamment la loi d'orientation agricole qui a été actée en 2006 et qui a été renforcée par la définition d'une politique foncière agricole en 2014 et en 2017, précisément, il y a eu une loi qui porte foncier agricole en République du Mali. C'est la loi 001 du 11 avril 2017 qui porte loi foncière en République du Mali. Cette dernière loi met en place des commissions foncières villageoises inclusives qui assurent la gestion foncière et le règlement des conflits.
la commission foncière villageoise n'est rien d'autre qu'un mécanisme local de prévention et de gestion de conflits fonciers. Donc, par rapport à la mise en œuvre de cette loi dont j'ai fait allusion, la loi 01 de 2017 portant sur le foncier agricole, l'État a pris peu de dispositions pour sa mise en œuvre. Au regard de ses moyens et à la limite même du contexte, l'État s'est très peu investi pour la mise en œuvre de cette loi. C'est dans ce cadre que ce projet, dont l'intitulé est Projet d'appui à la sécurisation foncière et forestière des communautés par les commissions foncières villageoises au Mali, a été financé par la Tenure Facility pour accompagner la mise en place et le renforcement des capacités des commissions foncières en vue de contribuer à la sécurisation des terres agricoles et forestières dans 3 régions du Mali que j'ai précédemment citées, c'est-à-dire la région de Ségou, la région de Sikasso et celle de Koulikoro. On y va? Donc, la gouvernance foncière locale, nous parlons là de l'expérience des commissions foncières locales, villageoises. Comme je l'ai tantôt défini, la commission foncière villageoise n'est rien d'autre qu'un instrument, qu'un outil de prévention et de gestion des conflits fonciers au niveau du village. Elle est créée à partir d'un décret, le décret 0033 du 4 avril 2018, qui fixe sa composition, son fonctionnement et ses attributions. Alors, quelles sont les attributions de la commission foncière villageoise? D'abord, la commission foncière villageoise contribue à la constitution du cadastre villageois. 2, elle participe à l'inventaire des us et coutumes. 3, la prévention et la gestion des conflits fonciers. 4, elle participe à l'élaboration des conventions de gestion des ressources naturelles au niveau du village. Alors, comment cette commission foncière est mise en place et quelle est sa composition? D'abord, sa composition. Comme je l'ai dit, c'est le décret 0033 qui fixe sa composition. Le chef de village en est le président, le chef coutumier. Vous avez les différentes corporations socio-professionnelles. Vous avez le représentant des organisations de jeunes du village, la représentante des associations des femmes du village, d'autres corporations existantes et qui font partie de la communauté. Le nombre de membres est fixé de 7 à 8, mais toutefois, le décret reste ouvert parce qu'on dit que en fonction de la spécificité de chaque village, elle peut dépasser le nombre de membres fixé par le décret. Donc, ce qui laisse une ouverture parce que les milieux ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que le nombre de membres au niveau des villages varie de 10, souvent jusqu'à 20 personnes. Alors, comment elle est mise en place? Comme vous le constatez à travers cette image, c'est un processus inclusif, participatif et consensuel. C'est l'ensemble de la communauté qui se réunit pour écouter le projet qui vient présenter les textes et lois en mettant un accent particulier sur la loi portant foncier agricole et la pertinence et l'importance des commissions foncières prévues par cette loi.
une fois que la population adhère à l'idée et qu'elle sente la nécessité d'aller à la mise en place de sa commission foncière, il y a un deuxième niveau de travail qui intervient et qui est la tenue de l'Assemblée générale de mise en place de la commission foncière villageoise. Alors, au cours de cette Assemblée générale, la parole est donnée à la communauté pour justement faire ressortir certaines contraintes qu'elle veut. Et en même temps, elles ont la latitude, selon la structure sociale et selon les différentes composantes de la communauté, la latitude de choisir leurs représentants. C'est-à-dire, les organisations des éleveurs ont le droit de choisir leurs représentants. Les exploitants forestiers choisissent leurs représentants, les pêcheurs, les agriculteurs, etc., etc. Et chacun vient au troisième niveau de la rencontre présenter leurs représentants. Et une fois que les différentes composantes ont fait leurs propositions, la liste nominative est constituée. Et cette liste nominative est transmise au sous-préfet, c'est-à-dire à l'autorité locale, au gouvernement local, pour justement établir la décision de création. Et cette décision de création fixe l'effectivité et la reconnaissance juridique de la commission foncière qui est désormais habilitée à travailler conformément à ses attributions définies à travers la loi. Alors, Brahima, oui. Je voulais juste vous dire qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc, si on veut garder un petit peu de temps pour les questions-réponses, on va y arriver. On va y arriver. Donc, super. quels sont les types de conflits qui sont gérés? C'est généralement des conflits entre agriculteurs et agriculteurs, entre agriculteurs et éleveurs, entre éleveurs et pêcheurs, et les conflits qui naissent généralement des transactions foncières illégales. On y va. Slide suivant. Oui. Ensuite, quels sont les résultats obtenus? De nos jours, nous n'avons retenu que quelques résultats en termes d'amélioration de la gouvernance foncière. C'est d'abord la diminution de la fréquence des conflits fonciers. L'exemple que vous avez là, c'est 61 conflits en 2019 et 20 en 2021 dans une commune dont nous n'avions pas porté le nom, c'est la commune rurale de Diogar. En 2019, ils étaient à 61 conflits et en 2021, il y a eu une réduction et il n'y a eu que 20 conflits. Ensuite, l'autre résultat important, c'est l'élargissement de l'espace d'expression des femmes et des jeunes. Les femmes et les jeunes ont davantage droit à la parole, ont la latitude de s'exprimer au cours des différentes rencontres des commissions foncières et au cours d'autres espaces concernant la gouvernance foncière. Il y a eu une bonne collaboration avec les autorités locales. Quand on parle d'autorités locales, nous avons les collectivités, nous avons le gouvernement local, c'est-à-dire les sous-préfectures, où justement, en fonction de la posture du problème, en fonction de l'importance du conflit, comme le disait tantôt le professeur Diré dans l'autre exposé, un conflit intercommunal, le conflit intercommunal est géré par la commission foncière communale et le conflit entre deux communes est géré au niveau local par la commission foncière locale. Les conflits fonciers villageois sont gérés au niveau des villages. Donc, il y a un principe de subsidiarité entre les différents niveaux. Niveau village, niveau commune et niveau cercle. Et on a aussi une atténuation de la spéculation foncière. Slide suivant. Oui. Oui. Ensuite, en termes de menaces, on a la mise en cohérence de deux textes, la loi domaniale et foncière et la loi foncière agricole, l'élaboration de l'ensemble des outils de gestion et de transactions validés et leur appropriation par les communautés, la situation politique, l'insécurité dans les zones du centre et du nord, dans les zones du centre et du nord, le COVID-19.
et en termes de leçons apprises au regard des expériences du projet, c'est que la responsabilisation des communautés locales dans la gestion de leurs propres affaires facilite la bonne gestion des conflits fonciers sur leur espace. Dernier slide. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Cette image pour terminer et vous dire encore un grand merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Brahima. Donc, il nous reste environ 8 minutes pour prendre des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Brahima ou pour Moussa qui a fait la même présentation tout à l'heure? Patrick, on vous écoute. OK. Merci beaucoup, Brahima, pour cette intervention. J'étais d'abord dans la grande salle et je vous ai suivi, en tout cas, parce que j'éprouve beaucoup d'intérêt pour cette thématique. Hein. Donc, je réagis à partir de la RDC. Alors, ma première question, c'est en rapport avec les conflits. La commission foncière villageoise a pour attribution de prévenir et de gérer les conflits. Mais je voudrais savoir, j'ai compris le processus de règlement de conflits, mais je voudrais savoir de quelle manière la commission foncière prévient ou a fait la prévention des conflits. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en lien avec l'attribution d'une attestation de possession foncière dont vous avez fait allusion lors de la première présentation dans la salle, mais cette fois-ci, vous n'en avez pas parlé. Bon, je voudrais savoir le document de sécurisation que vous avez appelé attestation de possession foncière et qui est décerné par la commission foncière est établi au titre d'un individu ou d'une communauté par rapport à la terre qui lui appartient. Et ce document-là, il est établi par qui? C'est par le responsable numéro 1 de la commission foncière ou bien c'est par tous les membres effectifs qui apposent leur signature sur cette attestation. Merci beaucoup. Donc, Patrick, merci. C'est vraiment des questions assez pertinentes. Alors, concernant la prévention des conflits, alors, comment la commission foncière prévient les conflits? Lorsque les transactions foncières sont sécurisées, il y a contribution à la prévention. Le fait de documenter toutes les transactions foncières contribue à prévenir les conflits fonciers. Je prends un exemple. Dans le temps, toutes les transactions foncières s'est passées sans document. Par exemple, le prêt, la location de terre s'est passé sans justement aucun document officiel. Et le plus souvent, ça a suscité énormément de conflits entre les gens. Et aujourd'hui, quand vous voulez prêter une portion de votre terre, vous le faites sous le regard de la commission foncière villageoise qui vous assiste. Je l'ai dit tantôt, le prêt ne peut plus se faire ici de façon très simple. Il y a d'abord une assemblée générale des familles qui est tenue pour décider de façon consensuelle si la famille doit prêter ou pas. Si c'est la vente, c'est la même assemblée générale qui est tenue au niveau de la famille pour décider de façon consensuelle. Et s'il y a opposition, la transaction n'a pas lieu. Et si la transaction devrait se réaliser, c'est la commission foncière qui assiste cette transaction et qui délivre l'attestation. Et cette attestation est délivrée au niveau de la commission foncière sur la base d'un document officiel du gouvernement. Donc, la sécurisation des transactions foncières
est une preuve de prévention, est un moyen de prévention et de gestion de conflits fonciers. L'élaboration de conventions locales de gestion des ressources, c'est aussi un moyen de prévenir parce qu'on établit des règles consensuelles de gestion du patrimoine forestier et des terres agricoles, ce qui fait qu'il y a moins de problèmes. Ensuite, quant à l'attestation, vous demandez si elle est individuelle ou collective. L'attestation peut être individuelle comme elle peut être collective. Elle est délivrée, l'attestation de détention est délivrée par la commission foncière et l'attestation de possession foncière est délivrée par la commune. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent être individuelles comme elles peuvent être collectives. Merci beaucoup. On a aussi une question d'Éric. Alors, Éric, vous l'avez mise dans le chat, mais comme je vois que vous levez la main, vous pouvez peut-être la poser directement. Il nous reste simplement deux minutes. Donc, question courte, réponse courte. Oui, oui. Juste savoir comment est-ce que les amis utilisent, quelle approche ils utilisent pour faire parler les femmes opprimées, les femmes qui ne peuvent pas s'exprimer dans des réunions un peu formelles. Juste ça. Et je vais essayer d'écrire aussi la question, ils peuvent lire aussi ça. Merci. Bon, je pense que les femmes, pour les faire parler, il faut le faire en focus group, en groupe de femmes. Vous ne pouvez pas faire parler les femmes devant les anciens. Et aux réunions avec les hommes peuvent participer seulement les présidentes des groupements de femmes qui traitent à égalité avec les hommes. Mais si vous voulez vraiment discuter avec les femmes, vous vous entretenez avec elles seules. Pensez-vous, cher prof, si vous avez besoin d'une nouvelle approche qui peut faire parler les femmes devant les hommes? Non, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Avez-vous besoin de cette approche? Bon, bien entendu, mais ça m'étonnerait que ça peut s'obtenir avec le temps. Parce que déjà, dans la culture, il est considéré que c'est mal éduqué qu'une femme vienne parler, surtout une jeune femme, vienne parler en présence d'hommes. Les vieilles, elles peuvent. C'est pourquoi je parle des présidentes de groupements de femmes. On voit le système patriarcal, oui. Voilà. Le patriarcat, oui. Voilà, mais quand même, j'ai tenu, parce que la société malienne, comme congolaise d'ailleurs, se caractérise par une grande diversité. C'est pourquoi il faut éviter les généralisations. Ouais. Et vous avez des sociétés, des communautés où les femmes s'asseyent non loin des hommes et discutent. Ils discutent à égalité. Mais majoritairement, ce n'est pas le cas. Oui, on a une nouvelle approche où les femmes, dans un groupe mixte, où il y a les hommes, les femmes, les jeunes, tout le monde, arrivent là et ils essaient de parler des histoires. Donc, on raconte les histoires et les femmes aiment raconter les histoeurs à base de problèmes. Et puis, vous leur dites de transférer ces histoires à base des problèmes vers les histoires à base des forces. Et c'est pour ça. On serait heureux, on va apprendre. On va vous envoyer Brahima. Merci. On va vous envoyer Brahima. Merci. OK. Merci on arrive à l'issue de notre présentation. Dans 50 secondes, on va être renvoyé en plénière. Merci beaucoup à Brahima et à Moussa. Merci beaucoup pour cette présentation. N'hésitez pas, les contacts de nos deux présentateurs seront disponibles sur la plateforme si vous souhaitez entrer en contact avec eux. Et évidemment, les supports seront également postés là-bas. Donc, vous pouvez les revoir. Et d'ici demain, on mettra le replay de la vidéo de la session qu'on vient d'écouter. Donc, vous pourrez la partager avec des collègues si vous le souhaitez. Voilà, on se retrouve dans une vingtaine de secondes en plénière pour la suite de notre programme. Et encore, merci beaucoup à nos deux présentateurs. Merci, Philippe. Merci beaucoup. À tout à l'heure.